Je m'appelle Stéphane Lambert et j'ai aujourd'hui 57 ans. Cette histoire, cependant, s'est déroulée il y a 8 ans, à une époque de ma vie où la fatigue était ma compagne la plus fidèle, une ombre tenace qui s'accrochait à mes pas. Je cumulais 3 emplois, non par ambition, mais par pure nécessité, une course effrénée pour garder la tête hors de l'eau et subvenir aux besoins de mon fils, Léo. J'étais père célibataire depuis que Léo avait à peine 2 ans. Ma femme, mon ancre, ma Sandrine, avait été emportée par la froide brutalité d'un accident de voiture. Elle m'avait laissé seul, face à un bambin dont les yeux immenses semblaient absorber toute la lumière du monde, et une montagne de chagrin si haute, si escarpée, que je ne savais même pas par où commencer l'ascension. Chaque matin, le silence de l'appartement criait son absence. Le parfum de son café qui ne flottait plus dans l'air, le vide à côté de moi dans le lit, le rire cristallin qui ne résonnerait plus jamais contre ses murs. Mais Léo avait besoin de moi. Son existence même était une raison de me lever, de respirer, de continuer. Alors, j'ai appris. J'ai appris à transformer ma cuisine, autrefois limitée aux céréales et aux tartines, en un lieu de création modeste où des repas chauds et équilibrés prenaient forme. J'ai appris, avec mes doigts gourds et maladroits, à tresser ses cheveux pour les journées, chapeau fou, à l'école, même si mes nattes ressemblaient toujours à des épis de blé après une tempête. J'ai appris à être à la fois la mère qui console et le père qui établit les règles, la douceur d'un câlin et la fermeté d'une décision. J'ai appris à être fort quand je me sentais brisé. L'argent, lui, était un souci constant, un murmure angoissant au fond de mes pensées. Mon emploi principal, celui qui payait le loyer, était celui de chef concierge à la tour Montparnasse, ce monolithe de verre et d'acier qui dominait le ciel parisien, un phare scintillant abritant les sièges de plusieurs grandes entreprises. Je prenais mon service à 18 heures précises, et jusqu'à 2 heures du matin, je parcourais les étages silencieux, nettoyant les bureaux, les salles de conférence et les sanitaires pour des gens qui, le lendemain matin, ne remarqueraient jamais ma présence, ne soupçonneraient jamais l'existence de l'homme qui effaçait les traces de leur journée. Ensuite, je volais quelques heures d'un sommeil lourd et insuffisant, avant de me lever pour préparer Léo pour l'école. Ma journée se poursuivait avec mes autres emplois, le matin, au volant de ma vieille Citroën 2CV, je livrais des colis à travers Paris, un balai incessant dans le trafic chaotique, l'après-midi, je devenais l'homme à tout faire, réparant des fuites, montant des étagères, effectuant de petites réparations pour des gens qui avaient les moyens de ne pas le faire eux-mêmes. C'était une existence épuisante, un cycle implacable de travail et de fatigue. Mais Léo était un bon garçon. Un garçon exceptionnel, en vérité. Il méritait chaque once de mon énergie, chaque sacrifice silencieux. À cette époque, il avait 12 ans, un cœur immense et une maturité qui détonnaient avec son jeune âge. Il comprenait notre situation précaire sans que j'aie besoin de lui dessiner un tableau. Il m'aidait dans notre petit appartement, rangeait sa chambre, mettait la table, et ne se plaignait jamais des vacances que nous ne pouvions pas prendre ou des jouets que nous ne pouvions pas acheter. Sa simple présence, son sourire, était le carburant qui alimentait ma machine éreintée. Ce soir de mars en particulier a commencé comme tous les autres. Le ciel de Paris se teintait de nuances violettes et orangées lorsque j'ai déposé Léo chez notre voisine, Madame Leclerc, une femme âgée au cœur bienveillant dont l'appartement sentait toujours la cire d'abeille et le pain grillé. Il y ferait ses devoirs et dînerait pendant que je serais de service. Je suis arrivé à la tour Montparnasse un peu avant 18 heures, j'ai pointé, et j'ai commencé ma ronde habituelle par les étages supérieurs, là où se trouvaient les bureaux de la direction, les sanctuaires du pouvoir et de la finance. Le 40e étage. C'était un monde en soi. Il abritait le siège social de Global Partner, une société d'investissement tentaculaire dont le nom seul suffisait à évoquer des images de richesse et d'influence. Après 3 ans à nettoyer leurs locaux, j'avais appris à déchiffrer les rythmes de cet endroit. Je savais quel cadre restait tard, quels bureaux étaient toujours impeccables, et quelles salles de pause étaient des zones sinistrées après une journée de travail intense. Ce soir-là, cependant, l'atmosphère était différente. Une agitation inhabituelle, une vibration festive émanait du grand centre de conférence. Tandis que je progressais dans les bureaux périphériques, le son étouffé d'une musique classique et le bourdonnement de conversations animées parvenaient à mes oreilles. À travers les immenses parois vitrées, j'apercevais des silhouettes élégantes qui se mêlaient, des hommes en costume sombre et des femmes en robe de soirée, tenant des flûtes de champagne dont les bulles capturaient la lumière. Leur rire me parvenait, feutré et lointain, comme des échos d'une autre planète. Une note de service que j'avais lue plus tôt m'avait informé qu'il s'agissait d'un gala de charité au profit de programmes pour les enfants handicapés.
J'étais en train de vider des corbeilles à papier et de redresser des chaises dans un couloir adjacent au centre de conférence quand je l'ai vue. Une petite fille, qui ne devait pas avoir plus de 7 ou 8 ans, assise seule dans son fauteuil roulant, près de la paroi de verre. Elle portait une magnifique robe blanche parsemée de petites fleurs roses, et ses cheveux blonds, fins comme de la soie, étaient retenus par des barrettes scintillantes. Mais malgré sa tenue de fête et l'atmosphère joyeuse qui régnait à quelques mètres de là, son visage était empreint d'une tristesse profonde, une mélancolie qui semblait bien trop lourde pour ses frêles épaules. Elle regardait les autres enfants présents à l'événement. Des enfants qui couraient, sautaient, dansaient au rythme de la musique, riaient aux éclats. Elle les observait avec une telle intensité, une telle envie, un tel sentiment d'isolement que cela m'a fendu le cœur. Une barrière invisible, plus solide que le verre qui nous séparait, la tenait à l'écart de leur joie. Mon premier réflexe fut de continuer mon travail. Je n'étais que le concierge. Ces gens n'étaient pas mon monde. Je n'étais qu'une ombre fonctionnelle dans leur univers opulent. Mais quelque chose dans son expression, dans la façon dont son petit menton tremblait imperceptiblement, m'a rappelé Léo quand il était plus jeune. Ces moments au parc, où il regardait en silence les autres enfants jouer avec leur mère, pleurant discrètement une perte qu'il était trop petit pour comprendre pleinement. L'instinct a pris le dessus sur le règlement. J'ai garé mon chariot de nettoyage contre le mur et j'ai marché lentement vers elle. Elle ne m'a pas remarqué tout de suite, complètement absorbée par la scène qui se déroulait de l'autre côté de la vitre. Je me suis agenouillé à côté de son fauteuil pour être à sa hauteur, pour ne pas la dominer. « Bonsoir », ai-je dit doucement. « Je m'appelle Stéphane. »« Et toi, comment t'appelles-tu » Elle s'est tournée vers moi, surprise. Ses yeux, d'un bleu profond et sérieux, avaient une gravité qui ne correspondait pas à son âge, cette vieille âme que l'on voit parfois chez les enfants qui ont trop souffert. « Je m'appelle Chloé », a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible. « C'est un très joli nom, Chloé. Tu es ici pour la fête ?» Elle a hoché la tête, ses yeux retournant vers l'agitation de la salle de conférence. « Maman fait un discours pour aider les enfants comme moi. »« Les enfants comme toi ?» ai-je répété doucement, l'encourageant à continuer. « Les enfants qui ne peuvent pas marcher. » Elle a prononcé ces mots sans aucun apitoiement, avec le pragmatisme désarmant d'un enfant qui a accepté une vérité terrible. J'ai eu un accident quand j'avais 5 ans. Une voiture nous a percutés. Mon papa est mort et je ne peux plus marcher. La simplicité avec laquelle elle a énoncé ces faits dévastateurs m'a presque terrassé. Cet enfant portait le poids de la perte et du deuil avec une dignité qui me laissait sans voix. « Je suis vraiment désolé pour ton père », ai-je réussi à dire, ma gorge serrée. « Et je suis désolé pour ton accident. Ça a dû être très effrayant. »« Oui, mais maman dit que je suis courageuse. » Elle a de nouveau regardé les enfants qui dansaient à travers la vitre, et un soupir a soulevé sa poitrine. « Je ne me sens pas courageuse. Je me sens juste différente. » J'ai suivi son regard et j'ai compris. J'ai vu la danse des autres, même ceux qui utilisaient des béquilles ou d'autres aides à la mobilité, qui participaient à leur manière. Mais Chloé était seule, isolée, séparée par le verre et par quelque chose de bien plus profond. « Tu aimerais les rejoindre » ai-je demandé. Elle a secoué la tête vivement, ses cheveux blonds balayant ses épaules. « Ils ne savent pas quoi faire avec moi. Les autres enfants, je veux dire. Ils sont gentils, mais ils agissent bizarrement, comme si j'allais me casser. Ou alors ils essaient trop de m'inclure, et ça sonne faux. C'est plus simple de juste regarder. » Je comprenais cela aussi. Cet isolement qui ne naît pas de la cruauté, mais de la maladresse, de l'ignorance des autres sur la façon de combler le fossé entre leur monde et le vôtre. Un élan soudain m'a traversé. « Tu sais quoi » ai-je dit avec un sourire conspirateur. « Il se trouve que je sais que les meilleures danses ont lieu dans les couloirs, pas dans les salles de bal. Et on n'a pas besoin de ses jambes pour danser. » Elle m'a regardé avec scepticisme, ses sourcils froncés. « Qu'est-ce que vous voulez dire » Je me suis relevé et je lui ai tendu la main avec une formalité exagérée, comme un prince dans un conte de fées. « Mademoiselle Chloé, me feriez-vous l'honneur de cette danse ?» Un petit rire lui a échappé, un son mêlé de surprise et de joie qui a illuminé son visage triste. « Mais je ne peux pas danser. Je suis dans un fauteuil roulant. »« Bien sûr que si, tu peux. Danser, c'est juste bouger en musique. Et ton fauteuil roulant, il peut bouger,
non. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Elle pesait le pour et le contre, se demandant si elle pouvait faire confiance à cet étrange concierge ou si j'étais juste un autre adulte qui essayait trop fort. Finalement, un minuscule hochement de tête m'a donné son accord. La musique du gala était assourdie mais parfaitement audible dans le couloir. C'était une valse, quelque chose d'élégant et de fluide. J'ai saisi les poignées de son fauteuil roulant et j'ai commencé à le faire bouger, le faisant tourner en cercle lent, le poussant doucement d'avant en arrière en rythme avec la mélodie. Au début, Chloé s'accrochait aux accoudoirs, le corps raide et incertain. Mais peu à peu, je l'ai senti se détendre, se laisser porter par le mouvement. Elle a lâché prise. Elle a étendu les bras sur les côtés comme une ballerine, ses mains délicates fendant l'air. Elle a penché la tête en arrière et a ri. Un vrai rire, pur et cristallin, qui a résonné dans le couloir silencieux tandis que je la faisais tourner, avec précaution mais avec entrain. Plus vite, a-t-elle crié, et j'ai obéi, accélérant un peu le rythme, rendant les virages plus amples et plus spectaculaires, toujours en veillant à sa sécurité. Nous avons dansé sur cette chanson, puis sur la suivante, créant notre propre petite bulle de joie dans ce couloir d'entreprise stérile. Les morceaux se sont enchaînés. Nous avons improvisé une valse qui consistait à dessiner de grands 8 sur le sol en marbre poli. Nous avons inventé un tango où je la poussais en avant et où elle jetait théâtralement les bras sur le côté. Nous avons imaginé des pas de danse ridicules et leur avons donné des noms absurdes. Elle a ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Et en la voyant si heureuse, j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma propre poitrine, un poids dont je n'avais même pas conscience qu'il m'oppressait. « Vous êtes vraiment doué pour ça », a dit Chloé après un moment, un peu essoufflée par le rire. « Vous êtes professeur de danse ?»« Non, je suis concierge. Mais j'avais l'habitude de danser avec mon fils quand il était petit. Maintenant, il est trop cool pour ça, mais je me souviens encore des pas. » « Votre fils est bête s'il pense qu'il est trop cool pour danser », a déclaré Chloé avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. Danser, c'est ce qu'il y a de mieux. Je crois bien que tu as raison, ai-je répondu en souriant. Nous allions commencer une nouvelle chanson lorsque j'ai eu la conscience aiguë que quelqu'un nous observait. Je me suis tourné et j'ai vu une femme debout près de l'entrée du centre de conférence. Elle portait une élégante robe noire qui épousait sa silhouette, et ses cheveux, du même blond que ceux de Chloé, étaient relevés en un chignon sophistiqué. Elle était d'une beauté polie, professionnelle, une beauté qui parlait de richesse et de pouvoir. Mais ses yeux, fixés sur nous, étaient remplis de larmes qui menaçaient de déborder. Instantanément, j'ai reculé du fauteuil roulant de Chloé, soudainement et douloureusement conscient de mon uniforme de travail, de mes mains usées par le labeur, de ma place dans ce monde comparé au sien. Le conte de fées était terminé. Je suis désolé, ai-je dit rapidement, le rouge me montant aux joues. Je ne voulais pas être indiscret. Chloé était assise ici toute seule, et j'ai juste pensé que... La femme a levé une main pour m'interrompre. Elle s'est approchée, et je pouvais voir qu'elle luttait pour garder son calme, clignant des yeux pour repousser les larmes. « Ne vous excusez pas », a-t-elle dit, sa voix chargée d'émotion. « Je suis Valérie Chevalier. Je suis la mère de Chloé. Chevalier. Comme dans Global Partenaire. Comme la PDG milliardaire dont le nom figurait en grand sur l'annuaire de l'immeuble, dont l'entreprise employait des centaines de personnes, dont le visage apparaissait parfois dans les magazines économiques. J'ai senti mon sang se glacer. Madame Chevalier, je m'appelle Stéphane Lambert. Je travaille ici comme concierge. Je ne voulais vraiment pas. Vous avez fait rire ma fille, m'a-t-elle coupé. Un vrai rire. Savez-vous à quel point c'est rare? À quel point c'est précieux? Elle s'est agenouillée à côté du fauteuil de Chloé, prenant la main de sa fille dans la sienne. Mon bébé, tu t'es bien amusé. Maman, Stéphane a dansé avec moi. On a inventé nos propres danses parce que je ne peux pas faire les danses normales, et c'était tellement amusant. Il ne m'a pas traité comme si j'étais différente ou bizarre. Il a juste dansé avec moi. Valérie a levé les yeux vers moi, et j'ai vu dans son regard quelque chose qui allait au-delà de la simple gratitude. C'était une forme de reconnaissance, de compréhension. Le regard d'une personne qui a lutté, reconnaissant une autre personne qui a lutté aussi. « Merci », a-t-elle dit simplement. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Je crois que si, ai-je répondu doucement. Je suis père célibataire.
Je sais ce que c'est que de voir son enfant souffrir et de ne pas savoir comment y remédier. Valérie s'est relevée, m'étudiant avec une intensité qui était légèrement déconcertante. Quel est votre nom, déjà? Stéphane Lambert, madame. Monsieur Lambert, cela vous dérangerait-il d'attendre ici un instant? Je dois terminer mon discours, mais j'aimerais beaucoup vous parler après. J'ai hoché la tête, ne sachant que faire d'autre. Valérie a pressé l'épaule de Chloé, lui a murmuré quelque chose à l'oreille qui l'a fait sourire, puis est retournée dans le centre de conférence. Tu vas avoir des problèmes? M'a demandé Chloé, l'inquiétude assombrissant son visage. Je ne veux pas que tu aies des problèmes parce que tu as été gentil avec moi. Je ne pense pas que j'aurai des problèmes, l'ai-je rassuré, bien qu'en toute honnêteté, je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Nous sommes restés assis ensemble pendant encore une dizaine de minutes, parlant de choses plus légères, son école, ses livres préférés, son lapin de compagnie nommé Coton. C'était une enfant brillante et éloquente, avec un esprit vif et un cœur tendre. Je pouvais voir sa mère dans ses expressions, dans la manière dont elle se tenait avec une dignité inconsciente malgré sa situation. Quand Valérie est revenue, elle était accompagnée d'un homme en costume coûteux que j'ai reconnu comme étant Nicolas Moreau, le directeur financier de Global Partenaires. Monsieur Lambert, a commencé Valérie. J'aimerais vous offrir un poste au sein de mon entreprise. Je l'ai dévisagé, certain d'avoir mal entendu. Le contraste entre mon uniforme et sa proposition était si absurde que mon cerveau refusait de le traiter. Pardon? Un poste? Nous avons besoin de quelqu'un pour diriger nos opérations immobilières et la gestion des installations. Ce serait un poste à temps plein, avec des avantages sociaux, un salaire, des horaires de bureau normaux. Vous superviseriez le personnel d'entretien, la coordination avec la maintenance, la gestion des fournisseurs, ce genre de choses. Madame Chevalier, j'apprécie l'offre, mais... Je suis concierge. Je n'ai aucune qualification pour un poste de direction. Vous avez quelque chose de mieux que des qualifications, a-t-elle dit fermement. Vous avez du caractère. Vous avez vu un enfant seul, et vous avez pris le temps que vous n'aviez pas pour lui redonner le sourire. Vous l'avez traité comme une personne, pas comme un problème ou un projet. Cela m'en dit plus sur votre caractère que n'importe quel CV. Monsieur Lambert, j'ai bâti une entreprise qui vaut des milliards. Je peux vous apprendre la gestion immobilière. Mais je ne peux pas vous apprendre la gentillesse ou l'intégrité. On les a, ou on ne les a pas. Et vous, vous les avez. J'ai regardé Chloé, qui me fixait avec des yeux pleins d'espoir. J'ai pensé à Léo, aux 3 emplois que je jonglais, à l'épuisement qui était mon ombre permanente. J'ai pensé à ce que signifierait travailler à des heures normales, avoir une mutuelle, peut-être même mettre de l'argent de côté pour les études de Léo. Je peux y réfléchir? Ai-je demandé, ma voix tremblante. Bien sûr. Mais Stéphane, puis-je vous appeler Stéphane? Je veux que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas de la charité. J'ai besoin de gens bien dans mon entreprise, des gens en qui je peux avoir confiance. Et plus que ça, Chloé a besoin de gens bien dans sa vie. Des gens qui la voient, elle, et pas son fauteuil roulant. Elle a fait une pause, et sa voix s'est adoucie. Son père est décédé dans le même accident qui l'a paralysé. J'ai essayé d'être tout pour elle, mais je suis une seule personne avec des responsabilités écrasantes. Je travaille trop. Je suis trop souvent absente. Et je n'arrive pas à combler le fossé entre mon travail et ses besoins. Elle est seule, Stéphane. Profondément seule. Et en 5 minutes, vous lui avez donné plus de joie qu'elle n'en a eu depuis des mois. Je n'ai fait que danser avec elle, ai-je dit, mal à l'aise face au poids qu'elle plaçait sur un geste si simple. Vous l'avez vu, a corrigé Valérie. C'est plus que ce que font la plupart des gens. J'ai accepté le poste la semaine suivante. Le salaire était plus élevé que ce que je gagnais avec mes 3 emplois réunis. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Je pouvais être présent aux événements scolaires de Léo au lieu de courir constamment d'un travail à l'autre. Je pouvais dormir plus de 4 heures par nuit. Je pouvais économiser de l'argent au lieu de simplement survivre. Mais au-delà du travail, j'ai gagné quelque chose d'inattendu. Une amitié avec Valérie et Chloé qui a enrichi ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Valérie nous a invités, Léo et moi, à dîner chez elle. Un penthouse magnifique avec une vue imprenable sur tout Paris,
qui donnait à notre petit appartement des allures de placard. Mais elle n'était ni prétentieuse ni condescendante. Elle était juste une mère, essayant d'élever sa fille du mieux qu'elle pouvait, luttant avec les mêmes doutes et les mêmes peurs que moi. Léo et Chloé sont devenus amis. Il ne l'a jamais traitée différemment à cause de son fauteuil. Ils jouaient aux jeux vidéo ensemble, Léo perdant parfois exprès et Chloé le démasquant avec un rire moqueur. Ils dessinaient ensemble, Chloé enseignant à Léo des techniques qu'elle avait apprises en art-thérapie. Ils se racontaient des blagues, regardaient des films et étaient juste des enfants ensemble. Elle est cool, m'a dit Léo après une de nos visites. Enfin, ouais, elle peut pas marcher, mais et alors? Elle est quand même super sympa. Cette acceptation simple, ce refus de faire du handicap de Chloé la chose qui la définissait, était exactement ce dont elle avait besoin. Et Valérie l'a remarqué. Vous élevez un jeune homme remarquable, m'a-t-elle dit un soir. Il est gentil sans être condescendant. Il inclut Chloé sans en faire toute une histoire. C'est une qualité rare. Il tient ça de sa mère, ai-je répondu. C'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle lui a appris que tout le monde mérite d'être traité avec dignité et respect. J'essaie juste de continuer ce qu'elle a commencé. Valérie est restée silencieuse un instant. Je sais ce que c'est que de perdre son conjoint. De devoir être forte pour son enfant quand on a l'impression de s'effondrer de l'intérieur. Certains jours, je ne suis pas sûr de bien faire les choses. Vous faites ce qu'il faut, les jeux assurés. Chloé est intelligente, éloquente, résiliente. Elle sait qu'elle est aimée. C'est ça le plus important. Au fil des mois, Valérie et moi nous sommes rapprochés. Elle m'invitait dans son bureau pour discuter des affaires de l'immeuble, mais nos conversations déviaient inévitablement vers d'autres sujets. Nos enfants, nos pertes, nos espoirs. Elle partageait ses difficultés à concilier sa carrière exigeante et son rôle de mère. Je partageais mes craintes de ne pas en faire assez pour Léo. Nous avons découvert que nous avions plus en commun que notre statut de parents célibataires. Nous aimions tous les deux les vieux films et les mauvais jeux de mots. Nous pensions tous les deux que le succès ne signifiait rien si l'on n'avait personne avec qui le partager. Nous portions tous les deux la culpabilité de nos conjoints décédés. Elle, d'avoir survécu alors que son mari était parti. Moi, d'aller de l'avant alors que Sandrine ne le pouvait plus. Parfois, je me sens coupable ne serait-ce que d'envisager d'être à nouveau heureuse, a admis Valérie un soir. Comme si je trahissais la mémoire d'Olivier en ne restant pas figé dans le deuil. J'ai ressenti ça pendant des années, lui ai-je dit. Mais j'ai fini par réaliser que Sandrine ne voudrait pas que j'arrête de vivre. Elle aimait trop la vie pour vouloir que j'y renonce. Je pense qu'Olivier ressentirait probablement la même chose pour vous. Elle m'a regardé avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Quand êtes-vous devenu si sage? Je ne suis pas sage. Je suis juste un concierge qui a fait beaucoup d'erreurs et appris quelques trucs en cours de route. Vous n'êtes pas juste un concierge, a-t-elle dit fermement. Vous n'êtes plus juste un concierge depuis longtemps, Stéphane. Vous ne le voyez donc pas? Mais je me voyais toujours ainsi. Même dans mon nouveau poste, même en portant des vêtements de ville au lieu d'un uniforme, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment de ne pas appartenir au monde de Valérie. Elle était une PDG milliardaire, éduquée, cultivée, sophistiquée. J'étais un gars de la classe ouvrière qui n'avait jamais fini ses études et dont l'idée d'un grand restaurant était le restaurant italien avec de bonnes baguettes. De quoi as-tu peur? M'a demandé Léo un jour, alors que j'étais plus silencieux que d'habitude. Je veux dire, avec Madame Chevalier. Tu l'aimes bien. Elle t'aime bien. Ça se voit. Mais tu as peur. Pourquoi? Quand mon fils de 12 ans était-il devenu si perspicace? C'est compliqué, mon grand. Parce qu'elle est riche et pas toi? En partie. Nous venons de mondes différents, Léo. Je ne sais pas si je pourrais vraiment m'intégrer au sien. Léo m'a lancé un regard qui était de l'exaspération pure. Papa, c'est stupide. Tu t'intègres très bien dans sa vie. Tu t'intègres dans la vie de Chloé. C'est toi qui rends les choses bizarres en pensant à l'argent, à la classe sociale et à tout ça. Chloé s'en fiche qu'on n'ait pas un appartement de luxe. Madame Chevalier s'en fiche que tu aies été concierge. La seule personne que ça préoccupe, c'est toi. La vérité, sortie de la bouche d'un enfant. Ce soir-là, j'ai pris un risque.
J'ai demandé à Valérie si elle voulait dîner avec moi. Pas dans un restaurant chic, mais dans mon appartement. Juste nous deux, pendant que Léo et Chloé passeraient une soirée cinéma chez Madame Leclerc. J'adorerais, a-t-elle dit, et le sourire sur son visage a fait battre mon cœur d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis que Sandrine était en vie. J'ai cuisiné ma spécialité, un bœuf bourguignon, des pâtes, une salade et de la baguette à l'ail. Rien de sophistiqué, mais préparé avec soin. Valérie est arrivée en jean et en simple pull, plus détendue que je ne l'avais jamais vue. Votre appartement est charmant, a-t-elle dit en regardant l'espace modeste qui, je le savais, ne pouvait soutenir la comparaison avec son penthouse. Il est petit, ai-je dit. Mais c'est un foyer. Un foyer, ce n'est pas une question de taille, a-t-elle répondu. C'est une question de sentiment. Et ici, on se sent dans un vrai foyer. Le mien ressemble souvent à une salle d'exposition. Nous avons dîné et parlé pendant des heures. Pas de travail ni d'enfants, mais de nous. De nos enfances, de nos rêves, de nos peurs. Elle m'a parlé de son éducation en tant que fille unique de parents exigeants, de la pression de réussir, de la construction de son entreprise alors qu'elle était enceinte de Chloé et en deuil de son mari. Je lui ai parlé de mon éducation ouvrière, de Sandrine et du peu de temps que nous avions eu ensemble, des premières années désespérées de paternité célibataire où je pensais ne pas survivre au chagrin et à la responsabilité. Vous sentez-vous parfois coupable ? A-t-elle demandé. D'être attiré par quelqu'un d'autre, d'envisager d'aller de l'avant ? Tous les jours, ai-je admis. Mais je pense aussi que Sandrine serait en colère si je laissais la culpabilité m'empêcher de vivre. Elle n'a jamais été du genre à gâcher une occasion. Olivier était pareil, dit doucement Valérie. Il détesterait savoir que j'ai vécu une demi-vie, en faisant les choses machinalement. Il me dirait d'arrêter d'être têtu et d'accepter l'aide quand on me la propose. Elle a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Je vous propose de l'aide, Stéphane. Pas le genre d'aide financière, même si je vous la fournirais volontiers si vous en aviez besoin. Je vous propose un partenariat, une compagnie, la chance de ne plus être seul. J'ai regardé nos mains jointes. La sienne, lisse et manucurée. La mienne, marquée de cicatrices et de callosités, le témoignage de années de dur labeur. Deux mondes différents, réunis par un simple contact. Et pour la première fois, j'ai senti que le fossé entre ces mondes n'était peut-être pas si infranchissable après tout.